Indépendance, cha-cha, tozuie. Oti panza, cha-cha, tubakini. Au table ronde, cha-cha, bagagné. Oni panda, cha-cha, tozuie. Tubakini. Indépendance, cha-cha, tozuie. Oti panza, cha-cha, tubakini. Mesdames et messieurs, bonsoir. La liberté est un attribut imprescriptible et inaliénable à toute personne humaine. Pour rien au monde, aucun être humain ne peut aliéner sa liberté. Rousseau le savait, dans son contrat social, il disait, je cite, « Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité et même à ses devoirs. » On comprend qu'être libre, c'est être homme, et être homme, c'est être libre, et justement, l'une des conditions fondamentales de l'épanouissement de la réalisation de soi est la liberté. Les grands mouvements sociaux et les luttes des classes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, s'inscrivent dans la conquête de la liberté, qu'importe le prix à payer. Les peuples d'Afrique ont aussi vite compris qu'être homme, c'est donc être libre, et c'est pourquoi, très tôt, ils ont opposé de vive résistance à toute forme d'aliénation et d'asservissement d'où qu'elle venait. Déjà au temps fort de la traite des négrières, au temps fort de l'esclavage donc, les Noirs d'Afrique ne manquaient pas d'audace et d'ardeur pour dire non, s'indigner et se révolter, les mains nues d'ailleurs, contre les maîtres sans foi, sans respect et considération de la dignité humaine. Rien que par leur chant guerrier, ils supportaient sans frémir les coups de fouet et toutes les formes d'humiliation auxquelles ils étaient assujettis. De même, la conquête coloniale ne s'est pas faite sans résistance. Au Togo, par exemple, les Allemands avaient mis une vingtaine d'années avant de pacifier tout le territoire. En Éthiopie, les troupes italiennes, malgré leur puissance de feu, ont été défaites à la bataille d'Adoua. Et quand l'heure de la reconquête de la liberté a sonné, les révoltes se sont multipliées sur tout le continent noir pour sortir du joug du colonisateur. Notre pays, le Togo, n'est pas resté en marge de ce processus de libération et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il fut même l'un des tout premiers pays de l'Afrique francophone, après le célèbre nom de Sékou Touré au général de Gaulle, à gagner sa liberté, puisque c'est bien le 27 avril 1958 que l'indépendance fut obtenue pour être proclamée et célébrée 2 ans plus tard, le 27 avril 1960. Ce fut donc à cette date que le Togo a accédé à sa souveraineté internationale, devenant ainsi un pays libre et respecté dans le Conseil des Nations du monde. L'histoire de l'indépendance du pays, de notre pays, à l'instar des autres pays, fut une histoire dramatique des victoires remportées sur les forces du mal qui voulaient justement préserver leurs intérêts contre vents et marées et contre la détermination farouche d'un peuple qui a soif de liberté. C'est ici qu'il importe de saluer, de reconnaître la bravoure et la témérité de ces hommes et femmes qui se sont engagés résolument au milieu des difficultés, au péril de leur vie, à affronter, à surmonter les difficultés, les défis et les obstacles sur le chemin de la réalisation de l'idéal de justice, de liberté et d'égalité. En celui de souvenir de cet instant heureux où, pour la première fois, le drapeau togolais flottait dans le ciel de la mère patrie et salué en chœur par l'hymne national, très évocateur et porteur de sens, la terre de nos aïeux. Nous avons une pensée pieuse pour ces héros et pères fondateurs de la République. Par leur sang versé, notre pays est admis au sein de la communauté nationale et peut répondre valablement au rendez-vous des continents. Disons tout simplement que nous sommes fiers de ces valeureux combattants et défenseurs de la liberté et de la souveraineté du peuple togolais. Que leur sacrifice ne soit pas vain, que leur sang versé pour l'amour de la patrie nous aiguise à plus de civisme, de patriotisme au service du développement de notre pays. Que cette détermination des pères fondateurs de la République serve de modèle et de vivier pour cultiver le vouloir vivre ensemble au-delà des colorations politiques afin que notre pays reste et demeure l'heure de l'humanité. Bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes. Voilà, merci Gérard pour ce éditorial qui est plein les échanges avec nos chers invités. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans quelques heures, le Togo va célébrer le 57e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale, une indépendance acquise au prix de nombreux sacrifices. Ça sera également l'occasion pour le monde togolais d'honorer la mémoire de ces pionniers de cette indépendance. À travers ce plateau spécial, nous essayerons, mesdames et messieurs, de faire un tour dans le passé avec nos invités ici présents pour nous en dire un peu plus sur cet événement historique. Pour nous accompagner dans
cet exercice périlleux, nous avons sur ce plateau le professeur Michel Gouakoui, il est historien. Bonsoir professeur et merci d'être sur ce plateau. Bonsoir cher ami et merci de m'avoir invité. Voilà, nous avons également sur ce plateau M. Claude Améganvi, il est le secrétaire chargé à la coordination du Parti des travailleurs du Togo. Bonsoir M. Claude Améganvi, merci sur ce plateau. Bonsoir. Voilà. Merci également de m'avoir invité. Voilà, c'est un plaisir. Alors avec nos invités, Gérard, nous allons essayer de discuter pendant un peu plus d'une heure de temps, histoire de refaire un tour dans le passé, comme je le disais tantôt. Mais avant cela, je vais vous proposer, mesdames et messieurs, de découvrir cet élément qui nous retrace les temps forts de l'indépendance du Togo. Le 27 avril 1960, le Togo français accède à l'indépendance. Sylvanus Olympio, chef du gouvernement autonome depuis les élections supervisées par l'ONU 2 ans auparavant, devient le président de la nouvelle République. À la tête du comité de l'unité togolaise, il avait mené le combat pour la réunification et l'émancipation de l'ancienne colonie allemande sous tutelle partagée des Français et des Britanniques depuis la Première Guerre mondiale. L'Allemagne avait colonisé cette région de l'Afrique de l'Ouest dans la seconde moitié du XIXe siècle, en négociant des protectorats avec les chefs de la côte. Lors de la conférence de Berlin qui consacre le partage de l'Afrique en 1885, elle fait reconnaître sa colonie sous le nom de Togoland et entreprend de l'exploiter. Mais 20 ans plus tard, avec quelques centaines de colons, la présence allemande dans le pays reste toujours faible. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, le Togoland est rapidement envahi par les Britanniques depuis la Côte d'Or à l'ouest et par les Français depuis le Dahomey à l'est. Les Allemands capitulent dès août 1914 et sont expulsés. La colonie est occupée conjointement par la France et la Grande-Bretagne. Après la guerre, la Société des Nations attribue un mandat sur la partie ouest aux Britanniques et sur la partie est avec la capitale Lomé aux Français. Bien que les deux parties du Togoland devaient être administrées dans la perspective d'une réunification, les Français et les Britanniques incorporent les mandats dans leurs sphères coloniales respectives. La France intègre le Togo dans l'Afrique occidentale française, tandis que les Britanniques font de leur partie une province de la Côte d'Or. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Nations Unies réaffirment la tutelle internationale sur le Togo face aux puissances coloniales. Le Togo français est détaché de l'AOF et obtient sa propre représentation au Parlement français, sous la pression du groupe ethnique des Ewe et du comité de l'unité togolaise. Alors que l'aspiration à l'indépendance des colonies se fait pressante, la question de la réunification des parties britanniques et françaises domine le débat politique au Togo. Mais en 1956, le Togo britannique opte lors d'un référendum pour son intégration au Ghana, l'ancienne Côte d'Or sur le point d'obtenir son indépendance. Pendant ce temps, au Togo français élevé au rang de république autonome en dépit des objections de l'ONU, l'administration coloniale s'efforce encore de promouvoir les candidats en faveur d'une politique d'intégration dans l'Union française. Mais la victoire du comité de l'unité togolaise aux élections de février 1958 condamne définitivement le maintien de la France. Sylvanus Olympio est chargé de former un gouvernement et 6 mois plus tard, la levée de la tutelle par les Nations Unies ouvre la voie à une indépendance complète du pays. La présidence de Sylvanus Olympio sera de courte durée. En janvier 1963, moins de 3 ans après l'indépendance, alors que le chef de l'État refuse l'intégration dans l'armée des anciens militaires engagés volontaires des campagnes d'Algérie et du Vietnam et s'apprête à abandonner le franc CFA, il est assassiné lors d'un coup d'État mené par Étienne Eyadema et les demi-soldes. L'ancien Premier ministre Nicolas Grunitzky, favorable au rapprochement avec la France, lui succède, mais 4 ans plus tard, il est à son tour déposé par Eyadema, qui s'installe au pouvoir et impose sa dictature pour 4 décennies. Voilà, retour sur ce plateau, comme je l'annonçais tantôt, Gérard Wilson est sur ce plateau avec nous et c'est avec lui qu'on va ouvrir les échanges. Gérard Wilson. Oui, merci. Donc Daniel, amis invités, merci. C'est à moi de vous souhaiter maintenant la bienvenue dans cette émission. Vous avez vu l'image et pour ça, je vais peut-être commencer par vous à tout hasard. Quels souvenirs vous gardez de ces instants pathétiques et historiques qui ont propulsé notre pays sur la voie de l'indépendance? Ces instants, je ne pourrais vous parler que de mon enfance, de ce que j'ai pu voir, ce que j'ai senti. Donc vous étiez un témoin vivant de... Témoin vivant, mais très très jeune. Et ce que je pourrais dire davantage, les parents parlaient d'indépendance, il y avait des chansons d'indépendance que nous retenions de nos parents.
Et pour ma mère spécialement, elle a défilé, donc elle chantait, elle essayait à la maison pour voir comment elle va marcher, etc. Donc, Pour marquer l'événement. Pour marquer l'événement, parce que là, tout le monde était en joie. Et je me rappelle encore en fouillant ces documents de sa carte du culte, ainsi que celui de mon père et celle de mon père. Donc, de cet événement, ce que j'ai gardé, c'est la joie que les uns et les autres éprouvaient parce qu'on annonçait la Blodée. Claude Amengawi, Oui, vous étiez aussi un témoin vivant de l'événement? oui, Très jeune aussi ou bien? très jeune, comme l'a dit le professeur Goyako tout à l'heure. À l'époque, j'avais 7 ans. Ah. Donc, vous voyez ce que ça peut Presque faire. enfant, hein. Mais vous avez quand même conscience de l'événement. Oui, tout à fait. D'autant plus que nous n'étions pas à Lomé, nous étions à Palimé. Et en réalité, les commémorations ont été faites sur toute étendue du territoire Donc national. cela s'est senti aussi à l'intérieur du pays. Absolument. Puisque vous savez que Palimé était le berceau du nationalisme, le berceau du culte. Hein, c'est là où tout est parti. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que par la suite, Eyadema tiendra à lancer son RPT de la ville de Palimé. C'est donc dire que tous les chefs traditionnels et toutes les populations étaient très, très, très investis dans ce combat nationaliste. Et on avait fait en sorte que dans les établissements scolaires, on a confectionné, vous savez, des petits drapeaux, des casquettes aux effigies du drapeau national qu'on faisait porter aux enfants pour préparer le défilé. Et ma mémoire d'enfant se rappelle de ce que lorsque, dans l'établissement scolaire que dirigeait mon père à l'époque, à la présentation des couleurs le matin pour montrer aux élèves que voilà les Il y a du chapeaux, changement, oui. les chapeaux qu'on allait mettre pour faire le défilé. Et ben, mon père m'a appelé et m'a mis le chapeau devant tout le monde. J'étais tout fier. Comme tout. Bon, c'est un petit événement comme ça dont je me rappelle qui m'avait vraiment beaucoup marqué à l'époque. Voilà, dites-nous, c'est dans quel contexte historique que s'est déroulé cet événement, je vais dire? Oui, alors là, ça me permet de faire un petit point, un petit préalable. J'ai été tout à l'heure enchanté de ce que, lors de la présentation de son éditorial, Gérard Husson ait fait référence à l'élection, aux élections législatives de 1958. Parce que malheureusement, la commémoration officielle du 50e anniversaire, du 57e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale de cette année fait quasiment l'impasse sur la victoire électorale du 27 avril 1958. Or, c'est de là que tout est parti. Et en réalité, 1960 n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu 1958. Et cette année en particulier, nous sommes au 59e anniversaire de la victoire électorale de 58, où en fait tout s'est joué. Et donc c'est dire que l'année prochaine... C'est le 58 qu'on fête ou bien le 60? Non, normalement on doit commémorer les deux. Les deux. Oui, puisque ce qui a marqué véritablement l'événement, c'était 58. 60, c'était une sorte d'enregistrement. Quand bien même c'était le fait que le Togo, après, avait son petit drapeau à l'ONU, avait rentré dans le concert des nations, comme on peut le dire, la lutte politique qui a permis d'arracher l'accession à la souveraineté, elle s'est faite en 58. Oui, mais ça ne va pas prêter à confusion aujourd'hui pour les enfants, vous voulez dire? S'il faut une double célébration. Mais pas du tout, pas du tout. Mais songez que dans les autres pays, eh bien, cette lutte pour l'édification de la nation en tant que telle est enseignée dans les établissements scolaires, fait partie du patrimoine national. Et on ne peut pas négliger ce qui nous a constitué comme État, comme nation. Ce qui a constitué l'État togolais, mais c'est la victoire de 58. C'est là où une majorité de députés nationalistes ont été élus. Et c'est là où, suite à ce processus électoral, Sylvanus Olympio a été désigné comme Premier ministre et a commencé à exercer le pouvoir. C'est de là que ça a commencé. C'est depuis 58. C'est depuis 58. Il aurait pu décider, comme Sékou Touré l'a fait en Guinée, la même année 58, mais quelques mois plus tard, au mois de septembre, de rompre avec la France. Il a eu l'intelligence de ne pas le faire et a différé de 2 ans la proclamation de l'indépendance nationale pour faire les négociations qu'il fallait avec la France, etc. Bon, ça n'a pas apaisé la France, puisqu'on a vu ce qui est arrivé en 1963, quelques années plus tard. Eh bien, mais c'est à partir de là que tout a commencé à se bâtir. C'est à partir de là
où l'exercice du pouvoir politique par les nationaux a commencé à se fonder en tant que tel. C'est là où ils ont été, les nationalistes qui jusqu'alors étaient dans l'opposition, étaient exclus de tout. C'est vrai qu'à partir de 1946 jusqu'à 1951, Olympio dirigeait l'Assemblée nationale. Bon. Et le gouverneur Digo a tout fait pour qu'aux élections législatives renouvelant la République autonome du Togo, eh bien, il soit balayé, de cette présidence-là, et que ce soit les progressistes qui prennent le contrôle de la Chambre. Eh bien, donc, de cette période, de l'année 1951 jusqu'à 1958, ça a été une longue lutte où, pour la plupart du temps, les nationalistes ne participaient pas au processus parce qu'il y avait brouillage d'urnes, bon, ils étaient exclus de la représentation, ils ne présentaient que quelques députés, ils boycottaient systématiquement, et 58 a bouleversé tout. Et donc, il est très important de noter cette date, d'y revenir et d'insister dessus avant d'évoquer celle de 60. Professeur, réaction? Non, je crois C'est que une vérité historique. c'est la vérité historique, mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, la lutte pour l'indépendance n'a pas été une lutte facile. Elle a été donc semée de beaucoup d'embûches. Comme disait tout à l'heure mon ami Claude, vous savez que déjà en 1951, j'ai l'habitude de dire aux gens que beaucoup de colonies devaient prendre l'indépendance, la France devait plus se libérer, parce que les territoires coûtaient déjà cher à la France, disaient les Français, et par conséquent, ils voulaient donc qu'on se libère donc, de ces colonies. Mais malheureusement, les caciques de la colonisation, y compris les militaires et autres, disaient non, il faut maintenir, parce qu'on a toujours des choses à gagner. Et pendant ce temps, nos nationalistes ont beaucoup lutté. Il y a eu toute la traversée du désert entre 51 et 58. C'est vrai qu'insister sur le 27 avril 58 est nécessaire pour faire comprendre aux jeunes générations que notre indépendance n'est pas une indépendance qu'on a octroyée, c'est une indépendance qui a été gagnée de haute lutte, parce que pendant toute cette période, ils estimaient que les élections qui ont été faites, notamment dans le cadre des rapports entre la Gold Coast, le Togo, la France et la Grande-Bretagne, que ces élections étaient des élections frauduleuses, comme on l'a dit aujourd'hui encore. Et là, ils demandaient donc une supervision de l'ONU. À la suite de plusieurs visites donc, de la commission de tutelle, on a fini par avoir cette supervision de l'ONU. Et donc, c'est l'haïtien d'Orsainville qui était venu superviser les élections. Pendant toute cette période, c'est tout le Togo, y compris les travailleurs, les syndicalistes, qui ont beaucoup lutté pour que soit inscrit sur la liste et tout le monde. Et contre toute attente, je vous dis contre toute attente, parce que l'administration coloniale aidait ses amis pour qu'ils continuent donc de gérer. Mais contre toute attente, la victoire a été patente et largement, le Togo avait donc... Et ça, c'est bien avant la proclamation de l'indépendance de la Guinée. Ça, il faut toujours le rappeler, parce que la Guinée, au fait, c'est au référendum de septembre, 28 septembre 58, que la Guinée a décidé de ne plus pas faire partie de la communauté franco-africaine que la 5e République mettait en place. Et par conséquent, la Guinée a dit non. Et le 2 octobre, immédiatement, la Guinée a proclamé son indépendance. Or, le Togo avait déjà dit non, et ce non était bien déterminé dès le 27 avril 58. Mais la sagesse, comme disait tout à l'heure mon ami, a prévalu. On a voulu donc préparer cette indépendance pour la fêter avec beaucoup d'enthousiasme. Et c'est entre ces deux dates qu'on a pu construire l'hôtel Le Béné, qui est pratiquement l'hôtel de l'indépendance, pour accueillir les autres qui doivent venir pour l'indépendance. Et à partir de cette période, les négociations étaient faites pour que l'ONU met fin à la tutelle qu'on a donnée à la France. Donc tout cela s'est arrangé et on a pris pour commémorer, pour fêter le 27 avril, non, une autre date, parce que cette date était une date historique. Donc il y a le 27 avril 58 qui déclenche donc le processus d'indépendance et le 27 avril 60 qui proclame la fête de l'indépendance. Donc aujourd'hui, certes, c'est le 57e anniversaire de l'indépendance, mais il y a lieu de rappeler que cette indépendance, elle était acquise dès les élections législatives anticipées
du 27 avril 58. Alors, vous l'enseignez comme ça à vos étudiants, à vos élèves? Eh bien oui, à On n'a pas l'université, insisté, on oui. l'a toujours enseigné. Dans nos ouvrages qui ont été écrits sur l'histoire du Togo, Oui. on l'enseigne. D'ailleurs, j'ai eu à organiser un colloque à l'université pour le 27 avril 58. Donc, nous l'enseignons, nos étudiants, ceux qui sont passés par nos mains, qui sont devenus aujourd'hui professeurs d'histoire et géographie, connaissent bien donc cet épisode-là. C'est cela. Alors, quand on parle de circonstances historiques, il y a aussi les hommes, n'est-ce pas, qui ont animé cette vie, cette lutte pour que l'indépendance soit. Quelles étaient les forces politiques de l'époque, hein, incarnées justement par qui? Ces hommes et femmes qui ont mené cette Justement, lutte. nous parlions déjà des forces politiques qui étaient là. Ces forces politiques, elles sont toujours là, présentes aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que la bipolarisation de la vie politique, qui est née déjà au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, notamment au moment où les partis politiques, la vie partisane se créait au Togo, cette bipolarisation continue aujourd'hui. Donc, d'un côté, nous avons ceux qui disent l'indépendance tout de suite parce que la liberté n'a pas de prix. On est prêt ou pas, il faut avoir l'indépendance. Il y a ceux-là, donc c'est le parti, le comité de l'unité togolaise. Et nous avons toujours dit que ce parti, les Français n'ont jamais voulu de création de parti au Togo. Donc c'est également toute une stratégie qui a permis de transformer une association créée par les Français eux-mêmes, c'est-à-dire le comité qui regroupait les chefs du Togo tout entier, donc dans un comité, ceci dans le cadre donc d'éviter le retour des Allemands, que ça a été créé donc par les montagnais, que par subtilité, on a transformé en parti politique le comité de l'unité togolaise. Mais son option, son orientation a fait que l'administration a dû lui-même pousser les agents qui travaillaient pour l'administration, donc infirmiers, médecins africains, instituteurs, etc., à créer le parti qu'on a appelé le PTP. Parti du progrès. Mais en parlant de progrès, on a parfois la compréhension, quand on dit progressiste, c'est comme c'est les gens donc d'orientation de gauche qui voulaient. Non, c'était un progrès dans la France, c'est-à-dire aller opposé à l'indépendance immédiate. Bon, c'est vrai que tous derrière, parfois, ils disaient à leurs frères, quand on envoie la police, dit attention, nous allons passer par ici, n'allez pas là, mais ils n'exprimaient pas directement cette volonté d'indépendance. Donc, à côté donc, du culte, s'est forgé également progressivement à partir de 1951 un autre groupe de jeunes plus virulents, et c'est eux qui constituaient la Juventus. Donc, mais de l'autre côté, le PTP n'étant pas très actif parce que même les membres ne sont pas si convaincus, et aux différentes élections, donc déjà en 1946, puis en 1951, ils n'étaient pas très forts. Alors la France est venue une fois de plus à leur rescousse en demandant aux chefs et au peuple du Nord: désolidarisez-vous donc du culte et soyez avec nous. C'est ainsi qu'on a créé l'UCPN, l'Union des chefs des populations du Nord. Donc nous avons donc d'un côté le culte avec la Juventus qui demandait l'indépendance immédiate, et ceux qui disent non, on n'est pas encore assez mûr, il faut aller doucement, il faut ménager les Français. Donc il y a le PTP et l'UCPN. Voilà. Et les hommes, ces héros de l'histoire, qui sont-ils? Est-ce qu'on peut en avoir une idée? Il y a des noms qui sont cités. Tout Togolais connaissent Sylvain Chutbo comme étant le premier président, mais il y a d'autres qui sont derrière, qui ont mené la lutte avec lui. Oui. Vous savez, il y a une fameuse affiche des Abloré Caléo qui donne le portrait des principales figures du culte. Et en dessous, il y a un petit texte qui indique qu'il y a près de 700 dirigeants nationalistes qui ont mené la lutte dans cette période-là. Oui, il y a certains qui sont répertoriés sur cette affiche, mais fort heureusement, à l'intérieur du pays, vous avez dans les contrées beaucoup de dirigeants qui sont moins connus. Et justement, la recherche historique devra veiller à ce que dans la prochaine période, on fasse en sorte qu'on puisse connaître le nom de tous ces dirigeants-là, parce que là, c'est tout simplement un devoir de mémoire. Alors, ce que je dois préciser, c'est que pour ces figures, on doit distinguer deux catégories essentiellement. Elles recoupent à peu près les configurations sociologiques présentes sur le territoire national. Vous avez, pour les nationalistes essentiellement, des gens qui sont investis pour la plupart
dans les affaires, dans le commerce. Olympio, par exemple, était un agent du groupe Unilever au Togo. Et de même, la figure emblématique du patriarche, pas Augustino de Souza, le dessinait comme un propriétaire terrien investi dans les affaires, le business, comme on disait à l'époque. Donc, des gens, somme toute, indépendants, et qui étaient, donc, vous comprenez, beaucoup plus déterminés à faire en sorte que le blanc puisse partir pour qu'ils puissent jouer leur rôle véritable, je dirais, de bourgeois nationaux. Parce que c'est véritablement, disons, des figures beaucoup plus liées à la bourgeoisie terrienne. Donc c'était des gens nantis. Ah oui, absolument. C'était des gens qui avaient des cocoteraies. Augustino de Souza, par exemple, mais a vendu du copra pour financer la lutte pour l'indépendance. C'est bien connu dans le pays. Et Sylvanus Olympio lui-même était issu d'une famille assez nantie. Ils avaient des biens, mais, je l'ai indiqué tout à l'heure, agent général du groupe Unilever, eh bien, il était dans le commerce avec d'autres, comme le fameux Albert Do, dit Albert Faro, qui était au départ de simples employés des compagnies et qui progressivement se sont mis à leur compte et ont fait fortune assez rapidement. Parce que vous savez que la période de la guerre a vu se développer un phénomène de contrebande entre le Togo et le Ghana, où beaucoup de figures qui étaient des employés des maisons de commerce sont passés à leur compte, ont travaillé, ont fait cette contrebande et se sont considérablement enrichis. Alors, ça, c'est pour les nationalistes. Du côté, ça, c'est pour les nationalistes du culte. Du côté des mêmes nationalistes, vous avez la Juvanto, qui était beaucoup plus constituée de cette, je dirais, petite bourgeoisie intellectuelle, des gens qui ont fait leur classe dans les écoles coloniales de la sous-région, à l'école Victor Ballot, qui ensuite sont partis au Sénégal et qui sont revenus comme enseignants. Et particulièrement au Sénégal, ils ont commencé à s'organiser avec des militants des premiers embryons des partis communistes qui étaient là. Et donc, ils étaient revenus pour la plupart avec cette idéologie de libération, comme celui que nous sommes en train de voir là, Marc-Hector Edson, qui est le véritable fondateur de la Juvanto, en fait, et qui a su rallier autour de lui toute la petite bourgeoisie intellectuelle, des cadres de l'administration radicaux, et surtout la grande masse des jeunes qui voulaient bousculer l'administration coloniale par des actions très fortes, comme par exemple, lorsque les missions de visite venaient, déployer des drapeaux, monter au mât pour démater le drapeau de l'autonomie interne, etc. Toute une série d'actions d'éclat qui singularisaient cette jeunesse qui voulait véritablement le départ plus vite que tout du pouvoir colonial au Togo. De l'autre côté, du côté de ceux qui étaient en faveur du pouvoir colonial, vous aviez pour la plupart des gens qui étaient des fonctionnaires de l'administration coloniale. Et donc qui étaient tenus, de par leurs intérêts, à la pérennisation du pouvoir colonial et qui recevaient d'ailleurs des ordres de leurs patrons. Quand bien même, en dessous, la nuit, ils allaient filer des informations à leurs amis du culte parce que, avec cette lutte qui prenait un caractère général, non seulement au Togo, mais dans toute l'Afrique, et il faut restituer tout cela dans le contexte global de l'Afrique, où à la suite de la conférence de Brazzaville, de 44-45, mais même avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, De Gaulle sentait ce vent de contestation du pouvoir colonial qui survenait sur l'ensemble du continent, parce que les peuples, au titre de l'effort de guerre, avaient eu à subir beaucoup de vexations, beaucoup de brimades, beaucoup de sacrifices. Il y avait cette réalité des travaux forcés pour lesquels on était obligés d'aller travailler pour l'administration coloniale, etc. Et tout ceci avait fait qu'un vent de révolte généralisé pointait déjà sur le continent, dans les territoires sous domination coloniale française, et on avait intérêt justement à libéraliser tout cela. D'ailleurs, le nationalisme togolais a commencé véritablement à la réunion de compte-rendu de la conférence de Brazzaville, puisque c'est là où beaucoup des acteurs, dont Sylvanus Olympio, commençaient à revendiquer leur citoyenneté togolaise
lorsqu'on disait qu'il allait y avoir une évolution pour intégrer les territoires dans la communauté française, etc. et tout ça, ben, tous ces responsables disaient qu'il n'en était pas question, qu'ils avaient leur spécificité de nationaux togolais, qu'ils étaient togolais, qu'ils ne voulaient pas devenir français. Et donc, c'est ça qui va vertébrer tout le combat qui va se développer jusqu'à la victoire de 58. Alors professeur, dites-nous, comment expliquer qu'il y avait deux courants au sein des nationalistes? Comment expliquer cette situation? Deux courants au sein des nationalistes. Vous savez, la jeunesse a le sang bouillant, comme d'habitude, et cette jeunesse veut tout et tout de suite. Mais les plus sages, vous savez, tout a commencé, même avant la Première Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale, tout a commencé là. Il y a eu les événements de janvier 1933, qui a été un événement majeur, où s'est illustré notamment un certain Michel Johnson et Kobina Garté, qui ont été les porteurs du mouvement. Ils ont été arrêtés et les femmes de Lomé demandaient donc leur libération. Ça a été un mouvement très fort. Les troupes françaises ont dû tirer donc dans la foule et on a déjà donc inscrit les pénalistes. Pendant ce temps, les anciens qui aussi voulaient plus de liberté étaient plus mous et les jeunes les appelaient les notables. Au lieu de, ils étaient donc dans le conseil des notables, mais les notables pour dire que c'est les incapables et que eux jeunes, ils veulent tout, ils ont la fougue. Et c'est ça qui fait que déjà donc dans le courant nationaliste, on a les deux tendances, ceux qui sont modérés, qui veulent négocier, et ceux qui sont donc plus virulents, les jeunes qui voudraient en découdre avec l'administration coloniale. Et ce phénomène n'a pas cessé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, Sylvanus Olympio a été figure de proue parce que tout son parcours l'a amené. Vous savez que pendant la guerre, donc, il a été arrêté en 1942 et à l'issue est transféré pratiquement vers Dakar, mais sa course s'est terminée à Djougou. Il serait parti à Dakar, on a voulu donc les fusiller. Heureusement pour lui et d'autres que finalement l'Afrique de l'Ouest est devenue gaulliste au lieu de continuer d'être vichiste. Et c'est ça qui fait qu'il a dû être libéré. Donc pendant ce temps, quand il est revenu, donc son ardeur nationaliste s'affirme de plus en plus. Tout à l'heure, cette fameuse première conférence nationale, c'est comme ça que je l'appelle, qui s'est déroulée les 11-12 mai 1945, quand Noutari était encore gouverneur, c'était pour voir si les Togolais voudraient bien participer à l'Union française. Et c'est là, je crois que la racine même du nationalisme togolais était là. Il disait non, nous, on veut être Togolais. C'est parce que les Togolais ne voulaient pas la nationalité française pour pouvoir être des laquais des Français. Il dit non, nous on voulait être Togolais. Et ça, c'était affirmé haut et fort. Et pendant ce temps, donc, tout se dessinait. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi, dans les rapports confidentiels, les Français disaient « Ah, Sylvanus Olympio, c'est l'homme à abattre. C'est l'homme qui dirige le cul dans un sens anti-français. » Déjà en 1947, tout ça était écrit dans des rapports. Et néanmoins, on a voulu l'éliminer, mais compte tenu de sa qualité, de sa formation, il a su se maintenir. Il a dirigé l'Assemblée représentative du Togo de 1946 à 1951 et les Français ont dû l'écarter. Mais il n'a pas arrêté, puisque tous ces jeunes ont continué de lutter jusqu'à ce qu'en 1958, les Nations Unies interviennent et l'indépendance est quelque chose. Rapidement, parce que... Oui, non, mais vous me permettrez quand même de rajouter un élément extrêmement important, puisque ce qui a véritablement lancé le mouvement nationaliste au Togo, mais c'est le combat pour la réunification du peuple élevé. Et ça, c'est quelque chose qui est lié à la domination coloniale. Puisque vous savez qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne, qui était la première puissance colonisatrice du Togo, a perdu le territoire qu'il avait conquis à l'époque. Et donc, il y a eu ce partage entre la France, qui a pris la partie orientale, et l'Angleterre qui a pris la partie occidentale. Et donc, tout le conflit venait du fait que un peuple, le peuple évé, a été arbitrairement séparé par une frontière artificielle qui a été une sorte de coup de couteau dans la chair vive de cette communauté-là, où des cousins, des frères qui ensemble vivaient en paix, mais se sont retrouvés, mais séparés, appartenant à deux États ou à deux réalités étatiques différentes, les uns parlant le français, les autres parlant l'anglais. Et en fonction des vicissitudes de la guerre, il y a eu la première guerre, j'en ai parlé, mais de la deuxième guerre surtout,
On interdisait aux uns d'aller voir leurs frères de l'autre côté, et on imposait des impôts pour les marchandises qu'on faisait passer d'un côté et de l'autre, alors que jusque-là, il n'y avait rien de tout ça. Et donc, tout ça avait énormément frustré les populations, et elles étaient déterminées à obtenir leur réunification. Donc, à partir de là, tout le sentiment de nostalgie de la domination allemande, sous laquelle le peuple élevé était uni, revenait. Et c'est pour ça que, justement, les premiers nationalistes ont donné de la tablature au pouvoir colonial français, dans la mesure où eux, ils voulaient retourner à l'époque allemande où, comme groupe ethnique, ils étaient unis. Et donc, ceci était un des facteurs non moins importants du lancement de l'ensemble du processus. Et on verra que ça nourrira toute la combativité des différentes composantes jusqu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'indique qu'actuellement, le combat ou la question de la réunification du peuple élevé rebondit de l'autre côté, dans le Togo britannique. Vous avez des débats d'actualité aujourd'hui où des communautés se lèvent et demandent être libérées de la domination de leurs frères du Ghana. Voilà, je vais proposer à chers invités de redécouvrir ce moment historique, un moment que beaucoup de Togolais n'ont pas pu vivre parce que vous d'aucuns n'étaient pas encore nés. Je vais parler du discours qui marque la proclamation même de l'indépendance du Togo. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Excellences, Mesdames, Messieurs, le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Notre pays, le cher Togo, qui depuis 1884 a été successivement protectorat allemand, condominium franco-britannique, territoire sous tutelle de la France, retrouve en ce jour du 27 avril 1960 sa liberté d'antan. De ce moment et à jamais, affranchi de toute suggestion, de toute entrave, maître de ton destin, cher Togo, mon cher pays, te voilà libre enfin. Au nom du peuple togolais, je proclame solennellement l'indépendance du Togo, notre patrie. Ahweto, obion benye ngulane bongweme, ma de govene mile, nya de gwene, nya mbuna bele bebere, enya de sa, enya gare matolemia, le javopoemea, ni trazu ablare vio, ni lenyero kwesi, nya denye nyato, ablare, kata! Voilà, retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que vous suivez l'émission spéciale dénommée « Et si l'indépendance du Togo m'était comptée ». Nous recevons sur ce plateau le professeur Michel Goakwe. Il est historien également. Sur ce plateau, nous avons Claude Améganville, le secrétaire chargé à la coordination du Parti des travailleurs du Togo. Gérard Wilson. Oui, alors, professeur, quand vous écoutez ce discours, il y a de ça 57 ans, n'est-ce pas? Bien sûr. Il y a quelque chose C'est toujours émouvant de l'écouter. D'abord, le timbre de la voix et la détermination de l'homme montrent tout l'enthousiasme des jeunes, des gens de son âge à l'époque pour l'indépendance. Aujourd'hui, c'est vrai que quand la jeunesse, on parle d'indépendance, pour eux, c'est qu'un mot. Mais pour les gens qui l'ont vécu, les gens qui ont lutté pour cette indépendance, eh bien, c'est un acte important, l'acte fondateur de la République. Et il faudrait toujours s'en souvenir pour que la nation se construise. Parce qu'une nation se fonde à partir donc de son histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de l'indépendance qui l'a fondée chez nous. Claude, il y a cette fameuse phrase, la nuit est longue, mais le jour vient. Oui. C'est toujours d'actualité? Bien évidemment, nous y sommes encore plus que jamais. Et il est frappant de constater d'ailleurs qu'en réalité, ce qui s'est passé là pendant ces années sombres, où les nationalistes ont été en but aux exactions, aux tracasseries, à la répression du pouvoir colonial,
mais se retrouvent encore aujourd'hui. Parce que songez qu'au Togo, depuis 50 ans maintenant, puisque c'est en avril 1967 que le clan familial Yadema Gnassingbé a pris le pouvoir politique au Togo et fait subir à ce pays mais les affres que vous savez. Et donc, quelque part, ces 50 ans sont en quelque sorte la longue nuit que le peuple togolais continue de traverser, continue de vivre. Et nous espérons vivement que le jour puisse venir et le plus tôt sera le mieux. Il n'est pas encore venu selon vous? Ah non, il n'est pas encore venu. Parce que pour qu'il vienne, il faut que Faure Eswazina et Yadema Gnassingbé démissionnent, qu'il quitte le pouvoir, puisque c'est lui qui est le représentant de ce clan familial là au pouvoir aujourd'hui. C'est une condition sine qua non? Absolument. Il ne peut pas y avoir de libération du Togo aujourd'hui sans la démission de Faure. Il va démissionner, il doit démissionner et il démissionnera. D'accord. Alors, j'indiquerai... Oui. On aimerait que ce soit plus historique. Oui, non, mais nous sommes toujours dans l'histoire. C'est cela, oui. Nous sommes toujours dans l'histoire parce que cela aussi, ça fait partie de la discussion que nous avons. Parce que vous savez comment le père de l'indépendance, celui qui a dirigé la lutte pour la conquête de l'indépendance, est passé de vie à trépas. C'est par les mains de Étienne Yadema. C'est pas moi, c'est lui qui l'a dit. Il l'a réclamé. Je ne vais pas le disputer avec lui. Mais dans la mesure où c'est lui qui a dit que c'est lui qui l'a assassiné, nous ne pouvons pas faire fi de ce que celui qui a permis au Togo de devenir un État souverain, un État indépendant, eh bien, cette personne-là, mais a disparu, n'a pas pu réaliser le programme qu'il avait pour le pays, pour ce peuple et pour son avenir, mais du fait d'une personne qui a attaché son nom à l'histoire de ce pays, malheureusement. Oui. Et ça aussi, c'est l'histoire. Oui. On pensait que 50 ans après, les dossiers secrets seront déclassifiés, peut-être comme toute la vérité. Malheureusement, on n'y est pas encore. Et disons que moi, j'ai essayé de chercher à voir ces dossiers, parce que ce qui m'importe en tant qu'historien, c'est de voir quel a été le rapport qui a été fait par nos services de police lors de cet assassinat horrible. Malheureusement, on ne l'a pas eu. Les dossiers qui sont déclassés, j'ai eu l'autorisation d'aller les consulter. Je crois que je retournerai. Mais parmi ces dossiers, donc le rapport là est indéterminé. J'ai voulu également suivre le parcours, le chemin donc, de ce chef de gendarmerie qui était chef d'état-major, le français Georges Métrier. Mais je crois que tout cela reste dans le secret parce qu'aujourd'hui, il est important que les Togolais s'organisent pour demander plus d'éclaircissement. Des dossiers historiques sont ouverts. Il est temps qu'on ouvre ce dossier parce que tant que ce dossier ne sera pas ouvert, que les choses sont classifiées, il serait difficile qu'on retrouve la paix, la sérénité pour construire notre nation parce que cet assassinat a été un assassinat qui a cassé le rythme de la marche du Togo dans sa construction nationale. Oui, alors la question aussi qui vient à l'idée, c'est qu'en 7 ans après, est-ce qu'à l'époque, les conditions étaient-elles réunies pour notre accession sur le territoire national? Attention, est-ce qu'il y a des conditions à réunir pour être libre? Quel que soit le cas, on a beau avoir faim, la liberté n'a pas de prix, dit-on. Donc je crois que dire que... Et ça, je crois que c'est ça aussi qui opposait les Togolais. C'était nostalgie de cette époque, hein? Non, on sait que des gens chantaient Yobo Koumia Clodo, mais Boja on n'a pas. Et que par ailleurs, quand on voit les territoires outre-mer aujourd'hui et tout ce qui se passe en Guyane, nous montre très bien que rester colonisé au territoire outre-mer, ce n'est pas la solution. Et que dans tous les cas, si vous restez là, vous êtes des citoyens de seconde zone. Nous avons besoin, malgré notre pauvreté, de nous construire. Donc il n'y a pas de temps pour l'indépendance. Il n'y a pas à dire nous ne sommes prêts ou nous ne sommes pas prêts quand on dit la liberté. Parce que notre peuple, nos peuples d'Afrique ont été des peuples qui ont été longtemps asservis. La période de la traite négrière, la période de la colonisation. Quand on voit tout ce qu'a représenté la colonisation, le travail forcé, où nos parents sont obligés de quitter ici, là. Il y en a qui ont dormi dans la lagune parce qu'on demandait l'impôt, il y a tout ça. Donc, avoir l'indépendance, il n'y a pas de temps pour ça, il n'y a pas à être prêt ou pas. Donc, être indépendant, c'est une lutte qu'il faut mener. Et quand le moment vient, l'indépendance dans la pauvreté, mais la pauvreté demande qu'on travaille pour construire une nation. Oui, mais la question que vous soulevez est très intéressante, dans la mesure où elle permet de revenir sur les circonstances des faits historiques. Quel était le contexte en 1963, lorsqu'est survenu l'assassinat de Sylvanus Olympio? Quelle relation cela a-t-il
avec ce passé et avec l'actualité d'aujourd'hui, en relation avec une question importante qui est celle de la monnaie. Je sais que le professeur Gué Akoé s'est véritablement spécialisé sur l'étude de l'histoire économique, hein, des faits coloniaux, et a pu voir effectivement l'intérêt que le pouvoir colonial français avait de l'exploitation des territoires sous sa domination, avec lesquels, après l'accession à la souveraineté internationale, on a transformé la colonisation en coopération, c'est-à-dire que on a continué à pérenniser un système de pillage et d'exploitation de nos peuples, qui continue jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure. Eh bien, ce qui était patent dans le cas du Togo, et le Togo était le seul pays qui avait un dirigeant de ce type, c'est que celui qui a conduit la lutte pour l'accession ou pour la conquête de la souveraineté internationale était simplement un homme de la finance, et qui savait le prix à attacher à la question de la souveraineté monétaire, qui était sur le plan économique le pendant de la souveraineté politique. En d'autres termes, il avait compris, Sylvanus Olympio, que sans l'attribut de la monnaie qui donnait à l'indépendance politique son attribut de souveraineté économique, l'indépendance était vaine, et qu'à partir de là, c'était très simplement une sorte de figuration qu'on faisait à l'ONU, etc. et tout ça. Vous faites allusion à la monnaie CFA maintenant qui est... Oui, et le débat rebondit aujourd'hui, parce que tous ceux qui sont des pays, des territoires sous la domination française, et donc qui ont le franc CFA comme monnaie, c'est-à-dire la garantie de l'ancien franc français et de l'euro aujourd'hui, se rendent compte qu'ils ne sont pas indépendants. Alors que de l'autre côté, dans tous les pays qui étaient sous la domination coloniale britannique, vous avez des États qui ont leur monnaie et ils ne s'en portent pas plus mal. Vous avez le Ghana, il a sa monnaie. La fameuse Gambie, du tristement célèbre Yaya Jammeh, qu'on a déposé dernièrement, a le Dalasi, sa monnaie. Le Naira du Nigeria, le Kenya, mais tous les États qui sont des anciennes colonies britanniques ont leur monnaie. Il n'y a que la singularité francophone, entre guillemets, qui fait qu'on a gardé la monnaie du tuteur, du colon, comme monnaie nationale. Olympio l'avait très bien compris, puisque la monnaie, le mécanisme et le biais par lequel on contrôle l'ensemble de votre économie. Il voulait s'en affranchir, et à l'avant-veille de son voyage pour signer les papiers créant la monnaie togolaise, mais voilà qu'on tue cette personne qui voulait émanciper économiquement le Togo. Mais c'est quand même curieux, non? C'est vrai que le ministre des Finances de l'époque, Sissoko, partait le 14 janvier en France pour signer les nouveaux accords entre le Togo et la France par rapport à la monnaie. Et ils ont été remis en cause depuis. Il y avait déjà donc une velléité ancienne. La première velléité, c'était Modibo Keïta. En 61, Modibo Keïta dénonçait déjà cette situation et il quittait donc la zone franc. Et le Togo, le faisant, ça faisait donc un deuxième élément. Et ça, la France ne l'a pas admis. Mais il faut rappeler les conditions dans lesquelles le franc CFA a été créé. Les francs des colonies étaient plus forts que le franc des Français. C'est grâce à nos missions, c'est grâce à nos travaux, à notre intervention, c'est-à-dire les Africains, que la France fait partie des pays victorieux au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Puisque pendant toute cette période, son économie était à terre. Donc, au lendemain de la guerre, les colonies étant devenues plus puissantes que la métropole, il a fallu créer une monnaie spéciale. C'est dans ce cadre qu'on a créé donc le franc CFA, pour pouvoir contrecarrer, mieux contrôler l'économie des territoires outre-mer qui étaient les colonies donc de la métropole. Et quand on a créé donc le nouveau franc donc en 60, donc la parité a totalement changé. Et c'est comme ça qu'il fallait donc un franc français pour avoir 50 de nos francs CFA et après la dévaluation de 94. Mais le grand mal et qui est important, qu'il faut comprendre, que les gens ne comprennent pas assez, c'est que la France nous encourageait à vendre nos produits sur les marchés extérieurs pour avoir des devises. On vend en dollars, aux Américains on prend des dollars, mais ces dollars ne viennent pas dans les caisses togolaises. Ça passe pas. Ces dollars vont dans une caisse en France
Et c'est quand nous voulons acheter sur d'autres marchés qu'ils n'encouragent d'ailleurs pas. Il faut alors demander qu'on nous octroie des devises pour qu'on puisse acheter. Et aujourd'hui, c'est ce que dénonçait un de nos compatriotes, le professeur Kako. C'est-à-dire que les réserves de devises que nous avons en France sont supérieures à ce que le système même exige. Or, nous avons des besoins de financement que nous ne prenons pas. Donc, nous avons des devises qui auraient pu financer au lieu de faire un emprunt sur le marché financier. Et c'est là le vrai problème. Et ça, Sylvanus Olympio l'a très tôt compris, qu'il faut avoir une autonomie financière, tout en ayant donc des liens avec la France, ne pas continuer nous disons indépendant. On ne peut pas être indépendant sans avoir la souveraineté de la monnaie, parce que la monnaie est un élément donc de souveraineté. Et dans ces conditions, Sylvanus Olympio l'a compris comme tant d'autres, et ça a été un des éléments donc qui a fait le lit de son grand malheur d'assassinat, parce que il est très clairvoyant et la France ne voulait pas donc d'un chef d'État africain clairvoyant. D'ailleurs, sa formation le prédisposait à un certain nombre de choses. Et là, l'indépendance, oui. Mais quelle indépendance? Juste s'arrêter à l'indépendance politique? Je crois que Sylvanus Olympio a dit non, il faut arriver à l'indépendance réelle. Et ça, il y a aussi un élément important qu'on n'évoque pas assez. En 57-58, le budget de fonctionnement de notre pays était déficitaire. La France devait combler par des subventions. Et il a dit, nous allons prendre notre indépendance, mais ces subventions, je ne veux pas demander. Donc, il a fermé le robinet, il l'a serré. Et ça, cette politique d'austérité ne rimait pas avec la proclamation de l'indépendance. On dit la liberté, nous-mêmes nous gérons. Comment se fait-il qu'on doit encore serrer les pinces? Mais après, malheureusement, on nous a encore fait serrer les pinces dans ce pays. On ne l'avait pas compris. On l'aurait compris au début que nous aurions eu une meilleure position que la position que nous avons. Voilà, on va avancer un tout petit peu dans les échanges. On aura le temps de revenir un peu plus en détail sur ces questions très intéressantes d'ailleurs. Je vais vous proposer, chers invités, cette fois-ci de découvrir une combattrice, si vous permettez l'expression. Elle a combattu indirectement aux côtés de Sylvanus Olympio pour la lutte des indépendances. Elle s'appelle Atakpa Meto, très connue du public togolais. On va la découvrir à travers ce reportage. Sa silhouette, jusqu'à une date encore récente, ne passait pas inaperçue dans les marches et meetings, et ce, avant même l'indépendance du Togo. Topevi Dagbe, épouse Aden dite Maman Atakpa Meto, car c'est d'elle qu'il s'agit, s'est engagée très jeune dans la lutte de libération aux côtés du père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, car selon elle, il s'agissait avant tout de liberté, du droit conféré à chaque peuple de disposer de son indépendance et de sa souveraineté. Emi kpakwe de le funu muswa me vérifier muswa me vérifier c'est noir sous arôme ye no to ahwe ame muswa la koko flakpa fume commissaire ka eye hwa gwa nu gbon agbe ahwe ado munya fi emi to kaka do ahwe amu kemi o geda ahwe ame ga me su ne mi to bloode ye be gera kwa me be yo mo kemi to ka gera kwa me le kiama be to tu karaji to mo popo to no wo popo ya le ne mi wo ko mi ablode yo mi rona popo kaka ke ngbo ke enu mi ba bobo ne mi vire ye mi so ablode aso ho ablode mi ho mu ho peton yo va so si va so wule mi agbo. À la mort de Sylvanus Olympio, Atakpa Meto, tout comme l'ensemble des militants du comité de l'unité togolaise, avait été dans un premier temps gagné par le découragement. Un découragement qui sera de courte durée, car selon elle, baisser les bras signifierait un deuxième assassinat de la liberté après tout ce qu'elle et ses camarades ont enduré et supporté pendant les luttes d'indépendance avec Sylvanus Olympio. Yemi va hunto ne mi aya ne ho ogbe be mama onu digo be game yemi be mi ato le kemi la oro fifio
Ni ma trɔ ya homo miaso. Ye kpo mi so dze mɔ kɔ afɔ. Ye me ye mi to xali le mɔ dzi be. Obe huamayo. Obe huamayo digo obe huamayo. Obe huamayo. Obe huamayo digo obe huamayo ganke mi aneho. Obe huamayo. Obe huamayo digo obe huamayo. Obe huamayo. Obe huamayo digo obe huamayo ganke mi aneho gbo. E me ke mi to ha won yo. La chanson comme moyen de mobilisation des troupes, cela est encore valable pour Maman Atakpa Meto et aujourd'hui, même ses fils et petits-fils n'arrivent pas à la convaincre de ne pas participer aux marches et meetings de l'opposition. Pour moi, je n'ai pas peur à cause, je n'ai pas peur parce que je sais que l'autre, c'est son activité à elle. Elle est motivée pour ça. Donc, ce n'est pas à nous de l'arrêter à ce qu'elle ne puisse plus continuer ses démarches. Donc, la marche, c'est libre pour elle de la faire. Là, seulement, nous sommes là juste pour l'appuyer. S'il y a quelque chose si on sent qu'il y a des mouvements par-ci par-là où il y a des affrontements, là, on se jette directement à sa recherche. Parce qu'on sait que s'il y a des affrontements, on sait là où la retrouver, automatiquement. Si l'indépendance du Togo m'était comptée, c'est l'émission spéciale la veille justement de la fête de l'indépendance de notre pays. C'est demain le 27 avril. Pour la 57e fois, les Togolais se rappellent de ce moment historique qui fait de nous un pays indépendant sur ce plateau. Michel Gouvernement, historien, et Claude Amengabi sont nos invités. Alors, tout à l'heure, il y avait le problème du franc CFA. Vous voulez terminer votre analyse? Oui, très rapidement. Oui. Non, je voulais insister tout particulièrement sur les raisons qui ont poussé De Gaulle à organiser l'assassinat d'Olympio, Sylvanus Olympio. Parce que c'est véritablement quelque chose qui a été organisé par les tristement célèbres réseaux Focard qui sont entrés dans l'histoire en faisant et en défaisant les gouvernements, en faisant des coups d'État dans la plupart des pays d'Afrique. La raison pour laquelle De Gaulle avait insisté en cette année, fin 62, début 63, que le Togo n'est pas sa monnaie, c'est que le cas du Togo aurait créé un précédent que tous les autres pays d'Afrique auraient suivi après. C'est ça. Or, en France, depuis 1945, nous étions encore dans la période de reconstruction de l'après-guerre, puisque vous savez que la Seconde Guerre mondiale a dévasté tout l'appareil de production, l'appareil industriel français, et pas seulement parce que les Allemands déversaient des bombes sur l'État français. Les Américains aussi ont rajouté un peu la sauce, puisqu'ils avaient fait en sorte que vers la fin de la guerre, eh bien, quelques avions, lorsqu'ils venaient déverser des bombes, se trompent et cassent des usines, etc. Et tout ça. Ça a permis quoi? Ça a permis que les Américains, avec le fameux plan Marshall, mais aient un contrôle sur l'économie française. De Gaulle voulait s'en émanciper. Et cherchant à s'émanciper de la tutelle économique des États-Unis d'Amérique, dans le plan de relance des pays dans l'après-guerre, il ne pouvait pas faire l'économie du pillage des anciennes colonies dépendant de la France. Et donc, celui qui cherchait à s'émanciper économiquement de ce contrôle-là, eh bien, était un homme à abattre. Et c'est pour ça qu'il fallait éliminer Sylvanus Olympio. Et c'est pour ça qu'il a été. Voilà. Professeur, je souhaiterais qu'on s'intéresse un tout petit peu sur la vidéo que nous avons diffusée à l'instant. Un petit commentaire, quand vous écoutez par exemple cette militante raconter cette histoire avec le général de Gaulle. Oui, il parlait plutôt de Digo. Digo, c'était un des gouverneurs. Voilà. Un des gouverneurs. Donc, il était resté dans les années 54. Et il était d'abord au Cameroun, on l'a envoyé au Togo ici parce que c'était un homme de poigne qui peut réprimer les nationalistes. Et c'est dans ce cadre que pour faire les meetings, vous savez, il y a les militants se déplacent de Lomé à Néro, se déplacent de Lomé à Kwalimé. Kwalimé étant le berceau avec un homme très populaire, Sam Klou, et d'autres. Donc c'est là où donc, les bastions de l'opposition, du nationalisme étaient effectivement. Et donc, quand on les empêche, elles sont prêtes, propagandistes,
elles vont Même dans les pour distribuer le marchés courrier, pour distribuer le courrier. Parfois, le papier dans lequel vous achetez de l'arachide, c'est un tract que vous prenez. Voilà. Donc, tous les débats étaient là. Et les chansons permettaient donc de galvaniser la foule. Et c'était ça. Donc, il y a, à part cette chanson, il y a beaucoup d'autres chansons et que moi j'ai entendu ma maman fredonner, mes parents fredonner, que je connais. Vous aussi fredonnez, Et bien sûr, la bien sûr. génération, Donc, Obé Wamayo, comme il a dit, moi j'ai retrouvé les traces dans les archives à Aix-en-Provence, où les rapports administratifs étaient faits que voilà, les gens ont voulu aller à Anéro, donc le gouverneur a arrêté donc, le train, mais pourtant les gens ils sont allés à pied. Et quand on de dit... Lomé à Anéro. Bien sûr, oui. quand on dit Anéro Sigaligwe, a dit de quoi Lomé Bobogo, pour dire que toutes les choses ont commencé à Anéro et on l'a amené à Lomé et c'était donc la fougue générale. Donc c'était un mouvement fantastique. Je crois que de telles mobilisations sont encore indispensables puisque nous ne sommes pas tout à fait libérés. Il faut qu'on arrive à cette libération, que les Togolais prennent en main réellement leur destin et non le néocolonialisme qui passe par des vallées locaux jusqu'à ce jour. Alors ça me permet de faire une transition vers d'autres femmes aussi, comme dans la lutte. Hein. Bien sûr. Vous avez cité Oui, des Baye hommes... Abloré, Qu'on a montré d'ailleurs Ernestine tout à l'heure. Conford et Wilson, et beaucoup d'autres. C'est ça. Qui étaient de véritables Enike Adambounou, bon, qu'on a connu par la suite, sous le régime des Adema. Bon, elle a évolué d'une certaine façon, de triste mémoire que les gens connaissent, mais c'était des militantes qui étaient très braves dans le combat nationaliste. Songez que pour la plupart, c'était des femmes du marché, donc qui ont été les ailes combattantes du culte. Et savez-vous la particularité qui les singularisait? C'est que pour la plupart, c'était des syndicalistes. Parce que les syndicats de l'époque, dirigés par le secrétaire général Akwete Paulin, qui deviendra par la suite ministre du Travail dans le premier gouvernement de Sylvanus Olympio, eh bien, avaient des troupes. Et le professeur Goé a indiqué tout à l'heure que parmi les acteurs de la lutte pour la conquête de l'indépendance nationale, aux côtés des partis politiques, il faut signaler l'action des syndicats qui, par des grèves, par des ultimatums lancés au pouvoir colonial pour que les citoyens puissent aller s'inscrire sur les listes électorales, mais ont appuyé le mouvement nationaliste jusqu'au bout. J'ai eu, moi, la chance d'avoir connu Akwete Paulin, que j'allais voir à Grand Popo pour obtenir des témoignages de lui. Et en réalité, il m'indiquait que à l'époque, lorsque le combat des nationalistes a commencé, c'était eux, les syndicats, qui avaient des troupes. Les partis nationalistes n'en avaient pas encore, puisqu'ils étaient dans les limbes, ils venaient de se créer. Alors que eux, mouvements syndicaux, pour revendiquer leurs droits, mais avaient constitué leurs organisations, se battaient à travers des grèves, les commémorations du 1er mai, donc avaient déjà des structures organisées. Et pour beaucoup d'entre eux, ils étaient en relation avec le Parti communiste français qui animait, dont les cadres animaient les mouvements syndicaux dans les différents pays. Et donc, ils étaient d'ailleurs déjà formés politiquement et tout. Et il m'indiquait à l'époque que c'était lui qui avait eu à former au début Sylvanus Olympio, qui arrivait à côté de son bureau, sur son vélo, le posait contre le mur, venait, et il restait avec lui à discuter des heures et des heures et des heures, et il faisait des plans. Alors lui qui lui transmettait les stratégies de mobilisation, d'organisation, de construction des structures organisées que Olympio n'avait pas appris à l'époque, puisque c'était un homme du commerce. Et donc c'est là où progressivement il apprendra mais qu'est-ce qu'une organisation, qu'est-ce qu'un parti, comment le faire fonctionner, etc., etc., etc. Et donc ces femmes-là, qui avaient été organisées dans les marchés par les syndicats, mais avaient leur structure, non seulement à Lomé, mais sur toute l'étendue du territoire national. Et de la même manière qu'elles s'étaient structurées sur le marché de Lomé, elles avaient réussi à organiser leurs sœurs de relais en relais sur toute l'étendue du territoire national. Et elles donneront une traduction organisée à leur mouvement, puisqu'il y avait cette union des femmes du Togo, du FEMTO, qui mobilisera tout particulièrement les femmes aux côtés des hommes, des troupes nationalistes, des syndicats et donc des membres des partis, et deviendront par la suite, à l'indépendance, cette union des femmes qu'on a connue et qu'il y a des marques récupérées par la suite, puisqu'il en a fait l'UNFT. Ok, alors, autre volet de la discussion, c'est la question du devoir de mémoire.
Comment honorer tous ces hommes et femmes, professeur? Vous qui êtes historien, comment leur rendre C'est vrai, il y a des rues qui prennent des noms d'anciens. Oui. Alors, Aujourd'hui, on parle de réparation. voilà. Je crois que la réparation devait commencer par la reconnaissance de ceux qui ont lutté pour l'indépendance. Il ne s'agit pas de faire saupoudrage comme on est en train de le faire. Il faut d'abord commencer par la reconnaissance des gens qui sont battus pour que l'indépendance soit une réalité. Et cet assassinat qui a bloqué donc l'élan du Togo, il faut reconnaître qui a fait quoi. Parce que là, on ne peut pas faire une réconciliation, on ne peut pas faire le devoir de mémoire sans savoir qui a fait quoi. Et c'est ce pourquoi l'histoire doit pouvoir être faite dans la sérénité et que les uns et les autres reconnaissent leur participation réelle dans cette évolution de manière à ce qu'on reconnaisse. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut un mémorial, mais dans nos traditions africaines, on fait des funérailles. On fait des funérailles pour ceux qui sont partis pour que leur âme soit en paix. Et il est temps que Sylvanus Olympio, l'idée était déjà en question, les restes soient ramenés au Togo parce qu'il est togolais, il s'est battu pour le Togo, il a versé son sang, il a mis sa richesse donc au service de ce pays, que l'on ramène ça. C'est vrai, on a donné le nom le nom de la rue qui passe devant son domicile, donc on a donné Sylvanus Olympio, mais cela ne suffit pas. Il y a toute la place, comme on l'a fait à Accra pour Nkrumah, donc faire un mausolée, mais qu'on se rappelle surtout. Mais faire la réparation, c'est prendre le pari que plus jamais ça. Mais sans cela, donc la mémoire n'est pas respectée. Quoique plus jamais ça. Or, on ne participe qu'à ça depuis toujours. Et les brimades continuent, les exactions continuent ici, là. Parce que la liberté de presse est également un élément important. Et au-delà de la liberté de presse, que les enfants aient droit donc à cette histoire réelle pour permettre aux enfants de connaître ce passé et que chacun... Avant de pardonner, il faut savoir ce qui s'est passé. Bien sûr. Sans savoir ça, on ne peut pas dire on pardonne pas. L'absolution ne se donne que parce que vous avez confessé votre péché. Je crois qu'il est temps, quand on veut donc faire devoir de mémoire, il faudrait que les gens qui hier ont été donc les bourreaux du peuple fassent amende honorable et qu'on dise voilà, maintenant nous sommes des frères, plus jamais ça sur la terre de nos aïeux. Claude? Oui, devoir de mémoire. L'hommage à rendre à ces... Oui, mais c'est difficile. Et moi, ma thèse, c'est que on ne peut pas rendre hommage à la mémoire de ceux qui ont lutté pour la conquête de l'indépendance au Togo tant que ce régime d'un clan familial, celui des Yadema Nyassimbe, sera en place. Pour une raison très simple. Parce que songez tout simplement qu'au moment où nos pères nationalistes luttaient pour la conquête... Il y avait une commission qui était créée justement pour la mémoire de ces... Non, j'en viens. Je dis... Dans le contexte actuel, c'est impossible qu'on laisse cette commission faire son travail et déboucher. Rappelez-vous d'ailleurs que par le passé, ce n'est pas la première fois qu'on crée des commissions de ce type. Du temps du vivant de Monseigneur Dosset. On n'avait pas créé une commission. On ne nous avait pas dit qu'on allait restaurer l'histoire, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. Mais parce que, eh bien, ceux qui contrôlent le pouvoir politique au Togo ont honte de leur passé. Puisque... Au moment où Sylvanus Olympio et ses compagnons menaient la lutte pour la conquête de l'indépendance au Togo, et Yadema, il était où? Mais il était en train d'assassiner ceux qui, en Indochine et en Algérie, luttaient pour la conquête de leur indépendance. Mais écoutez, non, mais c'est la réalité des choses. Il était dans les troupes du colon français qui matait ceux qui voulaient arracher leur indépendance dans ces territoires-là. Et donc aujourd'hui, qu'on dise que ceux-là vont faire un devoir de mémoire pour qu'on parle de ceux qui ont lutté pour ceux qui combattaient eux de l'autre côté, mais avouez tout de même que c'est quelque peu gênant. De faire ce devoir de mémoire. Oui, mais et donc, moi j'insiste sur le fait qu'il faut qu'ils quittent le pouvoir. Tant qu'ils n'auront pas quitté le pouvoir, ce ne sera pas possible. Mais je vais vous donner... Qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement honorer ça? Ah non, ce que nous faisons, voilà, ce que moi je fais. Oui. Je fais ce que je peux. Et vous savez, le prix que j'attache, j'ai publié toute une série de livres, je continue à faire des recherches. Le professeur Goué Akou également a enseigné à toute une série de générations de jeunes cette tradition de l'histoire. Mais descendez un peu dans la rue, prenez un jeune qui a fait un minimum d'études, posez-lui quelques questions sur cette période de notre histoire, vous verrez qu'il ne retient pas. Il ne maîtrise pas. Pourquoi?
Mais parce qu'il y a une sorte de censure sur la période qui fait que même lorsque vous lisez des choses dessus, mais ça ne reste pas dans la mémoire parce que vous êtes conditionné à rejeter cette période. Je vais vous donner un petit exemple caricature. Oui, très rapidement. Très rapidement. Oui. Vous savez, j'ai une parente qui avait chez elle des photos de Sylvanus Olympio de l'époque, qui étaient des photos de sa mère. Et quand sa mère est décédée et qu'on a fait l'inventaire de ses biens, elle est tombée sur ces photos-là. Eh bien, c'est après 1990, hein, c'est quelque chose qui s'est passé ces toutes dernières années. Vous savez ce qu'elle a fait de ces photos? Elle les a brûlées. Parce qu'elle disait, ah, il y a des photos, on dit, il y en a. C'est-à-dire que les gens continuent à penser qu'aujourd'hui encore, de détenir des photos de Sylvanus Olympio peut être l'objet de poursuites. Bon, maintenant, c'est fini, il y a la photo de Sylvanus dans la rue. C'est le conditionnement psychologique dans les familles. C'est C'est ce que je veux dire. Et donc, tant que ce régime-là ne partira pas, tant que ces gens qui sont là actuellement mais ne partir partiront pas, eh bien, les gens ne se sentiront pas libres. Il faut des élections pour qu'ils partent, non? Est-ce qu'ils cas, peuvent partir comme ça? Avec la série de fraudes qui se passe régulièrement. Non, On peut rêver. Hein. La vraie question qui se pose, et quand on parle de justice transitionnelle, comme on l'a essayé chez nous, ailleurs, il se trouve que cette justice transitionnelle et ceux qui demandent donc de rétablir les choses, ce ne sont pas les bourreaux. Or, le cas spécial du Togo, le même pouvoir est là, depuis 50 ans, a commis plein de choses. On dit, il faut maintenant faire la paix, mais il faut enfin qu'on laisse et qu'il y ait changement. Or, les conditions de l'alternance ne sont pas créées. Et quand les conditions de l'alternance ne sont pas créées, évidemment, c'est difficile de faire la paix, de faire ce devoir de mémoire et de rétablir les choses, rétablir l'histoire. Donc selon vous, c'est impossible dans ces conditions? C'est difficile dans ces conditions. Je crois qu'il faut pas impossible. Pas impossible. Et la possibilité, c'est que finalement, les gens fassent amende honorable, disent, voilà ce qui s'est passé, voilà nos responsabilités. Peuple togolais, nous demandons pardon. Et que ce pardon soit un pardon sincère. Il ne faut pas qu'on en reste encore à ces petites histoires. On dit, oui, nous reconnaissons de pardon, mais on continue de créer les conditions de l'injustice sociale. On continue de créer les conditions donc, qui cassent le tissu social totalement. Est-ce que nous prenons par exemple l'histoire d'après les indépendances, l'assassinat de Sylvanus Olympio, les bourreaux, ils sont encore là, sont-ils encore là? Les bourreaux sont toujours là, leurs enfants sont là et continuent la même politique. Est-ce que les enfants sont comptables de ce que les parents ont fait, responsables de ce que les parents c'est ce que vous dites, mais dans notre système, est-ce que nous, on est comptable de ce que nos parents ont fait? Malheureusement, c'est le cas, puisque dans tout le système qui est là, les gens sont brimés de par leur position. Or, nous disons dans un État démocratique. Quand on est dans un État démocratique, vous avez une pluralité d'idées, il faut reconnaître la part des autres. Or, nous avons des empires dans notre État ou dans tel service, parce que tel est de tel groupe, a de telle idée. Et à un moment donné, nous avions parlé dans ce pays d'intellectuels carriéristes. C'est vrai, il y en a qui sont là parce qu'on doit maintenir une position dans un poste donné. Alors on voit la vérité. On n'arrive pas à le dire. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème dans notre pays. Donc on ne peut pas construire une nation sur cette base où des gens sont là parce qu'ils ont le ventre devant et ils ne connaissent pas l'intérêt général. Alors là, on ne peut pas avancer. On ne peut pas construire la nation. Oui, mais le problème est beaucoup plus global, en fait. Parce que, en réalité, de quoi s'agit-il? S'agit-il de faire la réconciliation entre les bourreaux et les victimes? Vous savez, sans qu'on ait cherché à connaître exactement qui sont les bourreaux. Ça, c'est le premier écueil. Le deuxième écueil, c'est qu'après tous ces massacres, ou bien toutes ces tragédies qu'il y a eu, l'assassinat de Sylvanus Olympio, etc., et il y a des mains, le rôle qu'il a joué dedans, on en a parlé tout à l'heure. Mais après, d'autres encore plus graves se sont créés. Je veux parler de toute cette épopée sanglante à laquelle nous avons assisté dans ce pays depuis 1990. Oui, non, mais 2005, c'est tout récent, ça. Mais avant 2005, il y a eu toutes les tragédies des années 90. Les disparitions. Les disparitions, Faux Jardin, la lagune de Baie, etc. L'assaut sur la primature. Et à chaque fois, vous avez des dizaines, des centaines, des milliers de morts au total. Par là-dessus, le fils prend la succession du père. Il marche véritablement dans un fleuve de sang pour aller s'asseoir dans le fauteuil de son père. Et jusqu'aujourd'hui, les assassinats continuent. Rappelez-vous, le 28 février dernier, cette année même,
un petit soulèvement contre l'augmentation du prix, massacre encore, etc. etc. Alors, jusqu'à quand où commence-t-on et quelle est la limite lorsque, en réalité, la répression, les morts, etc. continuent? Donc, vous voyez à partir de là que tant que la question de la conservation du pouvoir politique et donc des crimes de sang comme, disons, la commission de crimes de sang comme mode de conservation du pouvoir politique n'aura pas été réglé, eh bien, on ne peut pas véritablement liquider ce passé. Voilà. Bien, alors, avec votre permission, on va parler un peu de Mina, n'est-ce pas? Parce qu'il est question de l'indépendance, donc notre langue. On va résumer tout cela. C'est ça aussi l'indépendance. En 2-3 minutes, je vous donnerai 2-3 minutes à chacun pour dire ce dont il est question. Donc, il est bon le bien. Voilà que la question, tout le monde va dire jouer. Be peroya, emi abe edukwan, ebe lokosi nono. Emi le yo apeto gowe akwe, keni nous faisons gan, l'université à Kudo, apeto Claude Amegavi, une depuis nke milag bonsoir l'équipe de la chasse touro, mais ekbevio ko npo avec ebe na tepe wa. Jinkwa era hiabe miana du ko yo anyam kinya blode ya. No ba blode abi onya blode viewa e ko be ovo le apo anyigbaji ye kesino nu ke onya anyigba to a mi medo mi anowe ye odunu odopo yo la konu la misela no miasi e mi amila odo mi adinyi le kike du ko me ne le nya blode wa na nyi be ameji du lo poto le nyaji ye to vone ameji du la ko mi be mi nyajo e mi ro wa blode ya ni a devio de o gbajo le ameji du loji le so mi be kesino no so le nawa e won mi ko wa blode ya ro a blode ke bi nya mi le guna ye ke o mi jagbagba ye mi role yo vo sia be le ke ba blode ya be o sowe mo nami to eku afoku ku ko na ye ameno mi anko mi ameko amu wodo kaka mi so wa blode ya e Sylvanus Olympio le o le doa et tout vone wa o potala me wo kaka wa ro fia ya ko be ablode ya mi be o mi ko wa ablode ya ti mo jinami potolenti e fulenti o me gwa wa e potolenti we o be inu emi le gbe bia e pe bla ton wa adre e mi o ablode ya wa jin ko mi le don ku na mo be to ko ba ablode ko wa be kan li be nya de be yin be mu yin be mi sopo e français o so ablode na mi o fato ablode on so na mi fato mi ato mi no e avuko wa be akokoda le pe apere le car facile ke bla ton vo nyime le ngotri ne gwa be keke bi vo adrien ile nyi ablode anto be gome jeje gan me ayo ko ablode vio be abe yo ngbale jira no fi yo vo gome be yo a ablode wa o to EPV so o jajira ro ne wa so du azan ebe azan emi le luya wa mi ngba no du azan ya ke mi ma dopo nkudodo akọwa ko da ye to ko vi o chanchan be yo ngba no yo vo gome wa be iru la don ko wa egbea ablode ya ele merci wa fie bele fi ke mi le nu e pe blaton vo adre ke mi le du ale fie mi le nu de mi ho ablode ya ntonto nya wa mi le zo ablode vio be azonlia le hige konem nke mi atenzo do jesi fia be mi ho ablode wa enya o maten to nya ke obupo adola wo wa amedo do chi agbangbangban amedo mudo nya be vio isukulu o npodo o ikondia atike mu lo la na o la so da atike o be no platike wa e fudu amowa o ku le kaji do on plenu ko la so odo na o ene be no ablode e mi ho wa le be yin do eduare kesino num le si o ya le ke be le o yin ko mi be mi adon ku be ka popia me ke mi be mi le do ablode san mi ma do ablode san do achiji o mi le do ablode san de leke o klo mia be duado la ablode ami ablode toto enya le mi la one ablode aba yin yato godo ele ni Bitakwe apeto Claude Amegavi e lo to do re gbon abe no mia fi o so wa mo ya fi o re yo e le yin e hotutu be npo ke mi po egbe ya do a ele vevere ne edumevio wa nya be avun wowo eye hena vuvu bana ye magbon ko be lekeye mi atoku mi atogbo o wa vuansan kaka yo so ablore aso va ho wa e pe vire o po ye o tem po gomele me se vivine bo e ku pata won be nya va jo ire yin be sile ya no vi go ya ko e chicha gan gbon sande ya ameno avun be nko gbe ya ene o so tu so va de me ke o le ke be hlonu français yo we nkenti o wedo do okpobere ega ke be ya so ni togo to ba no gbe ga e ya gbe nu le yonti
doit les cueillir les qu'on est à bas ou avec moi qui jo et so pe après le cas le facile que bla ton voici le cas kakabado puis après le cas le facile que bla ne voit ton mais les que au ban France be doit France les dit là pour gommer les Africains be du ko no e be ploter ne balo e be que sinon nous quelqu'un so ouais tonner va so drailler be doado bon les que mi khomia ba bloder et si va nous Olympio ku non vio pata dibe togwa bani et du khoiside que du mevion to la kando wa do kwedi kwa so et doabe et nous ça sort ou de be que sinon nous so tout doa ndojina we et magbon chan pobe e gbe yo a amisia me la pobe ne et nous et to me nous ko le miasi et nous kekem troni miato ye mi le bene we nyanyawa gbegbo nyanyawa adoma wa Amérique le tuya et nous que Sylvain du Olympio les dit là wo grand mais on yenti so on est aro kwa egbea et les VVD be de kadje kutu gbedeo wa segon mebere et nous que avou wowo ne amedoko be vovo kudo etube vovoa et nous kwasi de beni amesia me donner la wole me e go menyi Amérique pe ma nani kpoari ye enu ala genso jila ba jalo meneo mi akpata ye la hon ye mi la anoto ami mi akpata la do aboga ye mi la awa fun kaka mi aba po jiru do vo nyo nya ke mi le gbon e yimbe so e ron mo ke jo pe bla ton vo ne e gbodo me ya kaka va do egbea home de ka pe ni no asipi aji kaka va le do efi le ke be home a e do nu kudo e ron mo be wo wa gbeto gwa ba tro nyanya wa e nya pote ko mi va gbon yo ya e hian be nene ba mo ya wa de wejo la sipi aji doa ni matembe ameke wa mea kudo ameke ba mu wa o ne jo va classique no wa no vi wa no ke mi nponya ameke wa me kudo nu ke nti be wa me ado ke won enua ye me do la ko chito ye ameke de novia ba gbeda ye enua enyi le mia debe konu mea e nu bada be ni ese gigande hebe se gande di tata ogbele nyigban ogbele e won e hun gbogbo ke koda nyigban di ya e do egun e no gbon le mia de won ke ngbo mi be sigbele ko le gbon be mi awon keke o me wa sopo wa logun la nyigban pe to on po on ni pepe hade ne amewe wo ni be nuwa o so wa do pe defio be de yowewe yo ngba we ke yo to yo do egun yo ngba we ke wa ni mve minini wa ni to le ni pepe mi ye mi la no po be gasia gamea ni ajope ya mea e bura jope ya me e ke gba gbana nto agaru mi e gba nyana na we ke we va yo wa we to yintia ne enu ba chi ni nu yo keke won ya le mio mi ame popo le nyanye kro da mi ga mi be popo no e le VVD ba me ko la si pe aje gbe a orijo ne eduyare ba po si ba nu ne amesia me ba vo ne edunya be gbon Voilà. On va dire merci à nos invités. Je rappelle, mesdames et messieurs, que vous avez suivi l'émission spéciale dénommée « Si l'indépendance du Togo m'était comptée ». Nous avons eu pour invité le professeur Michel Goakoué. Il est historien. Merci, professeur, d'être passé sur ce plateau. Voilà, on remercie également à Claude Améganvi, qui est le secrétaire chargé à la coordination du Parti des travailleurs du Togo. Merci également à vous d'être passé sur ce plateau, ça fait un plaisir. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà. Et merci de m'avoir fait venir dans les nouveaux locaux de la radio-télévision Delta Santé, que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je viens et je vois qu'il y a beaucoup d'évolution par rapport à vos anciennes localisations. Voilà, merci, ce fut un plaisir de vous avoir reçu ce plateau. Merci également à Gérard Husson avec qui nous avons co-animé cette émission. Nous n'allons pas terminer cette émission sans dire merci à Eco-Décor, c'est cette structure qui a assuré la décoration du plateau. Vous l'avez trouvé, un magnifique plateau. Pour joindre Eco-Décor, il suffit, mesdames et messieurs, de composer tout simplement le 90, le 13, le 82, 75 ou encore le 96 30 17 91. Merci, mesdames et messieurs, à vous de nous avoir suivis à la maison. Mais bien avant cela, je vais permettre à M. Husson d'ajouter quelque chose rapidement. Oh non, il faut rapidement dire merci à notre équipe technique. Voilà, j'allais oublier effectivement. Mathias Cécile, Paul Abouti, Jean-Claude Djamla qui est à la réalisation, Romière Gagny, Régie, Kanye Teko qui nous a fait le montage de ces images.
Arif Haouna qui a coordonné, André Lawson et puis Marlène Wilson, à vous tous merci. Merci à vous également, amis téléspectateurs, pour avoir suivi cette émission chez l'Indépendance de Togo m'était compté. Bonne fête. Voilà, bonne fête. Malgré. Merci. La fête est là. On espère qu'on fera de notre mieux pour qu'elle soit belle. Voilà. Mais nous avons encore besoin donc de sérénité. Il faut que nous ayons la paix. C'est ça. Okay. Voilà, merci. En attendant la grande fête Voilà. qui n'aura lieu, comme vous l'avez dit, qu'avec le retour et les obsèques de Sylvanus Olympio au Togo. Mais ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ceux qui sont là partent Ils d'abord. peuvent le faire aussi. Ils peuvent le faire aussi. Voilà, merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis depuis vos domiciles. Merci, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être pour un numéro spécial. Au revoir. Indépendance, cha-cha, tozuviye. Otipaza, cha-cha, tubakini. Au table rond, cha-cha, va gagner. On y panda.